J'ai vraiment l'impression parfois de vivre entre 2 mondes, avec une partie de mon être qui est dans une grande permanence, une constance et une sorte de d'unité, de cohérence, et une partie qui est en dialogue permanent avec la vie, en transformation, en cheminement. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette semaine. Je voudrais vraiment continuer à filer ce sujet que j'ai commencé sur l'intelligence artificielle et toutes les questions qui en découlent. Je suis en train ici de terminer le voyage initiatique en Égypte. Alors on a un calendrier, on a vraiment un emploi du temps assez chargé. On revient d'une visite au temple de Karnak, on est encore dans le bateau, demain on sera aux pyramides de Gizeh. C'est vraiment une aventure extraordinaire avec le groupe et des expériences avec des voyageurs de la lumière. C'est vraiment très très riche pour moi et c'est vraiment des moments précieux. Et à travers tout ça, je lis vos commentaires sur YouTube. J'apprécie vraiment vos retours et vos réflexions, vos arguments, vos argumentations. Je trouve que ça enrichit nos réflexions collectives. Et je voulais aujourd'hui prendre quelques minutes parce qu'il y a un commentaire qui a vraiment retenu mon attention et sur lequel je voulais épiloguer un peu et développer le sujet. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'avez pas vu les 2 vidéos précédentes, on va mettre le lien dans la description. Et comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, de la partager ou de partager en commentaire justement vos réflexions sur l'étape suivante. On va commencer bien sûr par lire le commentaire que vous pouvez voir dans la section commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Votre analyse est intéressante, mais dire qu'une synchronicité est bien ou non, ou qu'on peut faire de mauvais choix, entre guillemets, pour reprendre vos mots, sonne comme de la dualité. Alors, l'unité qui nous appelle à expérimenter cette illusion de la réalité est juste. Et chacun y joue son rôle. Et ce qu'il a choisi de traverser, sans notion de positif ou de négatif, mais juste d'être. Qu'en pensez-vous? Alors là, on philosophe ensemble, hein. Moi ça me plaît. Ça me plaît parce que je pense que la vie intérieure, elle a besoin de s'alimenter de ce genre de réflexion un petit peu plus large que nos problématiques et nos urgences quotidiennes. J'entends souvent cette idée que il faut être pleinement et ne pas nécessairement juger que ce qu'on vit c'est bien ou que c'est mal, et que finalement il y a quelque part ni bien ni mal, parce que là ça nous met à ce moment-là dans une position d'une dualité insoluble, parce qu'on doit sans arrêt se polariser et juger ce qu'on vit, et que justement ça peut être intéressant de se concentrer plus sur l'être qui n'est pas dans la dualité, qui est dans une unité, puisque de toute façon c'est une unité cosmique, primordiale, universelle, qui nous fait vivre absolument tout ce que nous vivons, que ce soit agréable, désagréable, et donc entre guillemets positif ou négatif, perd un petit peu son sens, puisque toutes nos expériences nous amènent à la connaissance de soi ou à la connaissance du réel. Et c'est vraiment une thématique qu'on a abordée ici en Égypte ces derniers jours, justement parce que nous avons étudié la mystique égyptienne, l'âme, le cœur des mystères égyptiens et du message qui est contenu dans cette civilisation et qui finalement est universel. Et je trouve ça vraiment fascinant de voir comment aujourd'hui, en 2025, nous sommes confrontés à l'émergence de cette technologie, de ce monde artificiel qui envahit, qui empiète de plus en plus sur des domaines de l'humanité, de l'humain, et qui nous pose des questions, finalement, qui nous pousse à nous questionner, à nous repositionner. Qu'est-ce que l'être humain? Quelle est la différence entre ce qui est humain, qui n'est pas humain? Et j'ai beaucoup aimé ta réflexion, si on peut se tutoyer, parce qu'effectivement, si on prend beaucoup de recul, on peut vraiment se dire que de toute façon, tout est organisé dans l'univers, puisque nous ne sommes pas en dehors de l'univers, nous en faisons partie. Donc nos expériences font totalement, intégralement, absolument partie de l'expérience avec un E majuscule de la vie, et donc de l'univers. Et donc ça serait un peu fou de se dire que j'ai vécu quelque chose qui est en dehors de la réalité, puisque la réalité est. Et que donc, à partir du moment où je suis vivant et que j'existe et que je participe à la création, je fais partie du réel. Et que, quelque part, rien ne peut être en dehors de la réalité. Et que donc, juger une expérience positive, négative, bonne ou mauvaise, eh bien, quelque part, c'est juger l'expérience et vouloir exclure une partie de mon expérience, alors qu'en fait, elle fait totalement partie de mon chemin d'existence. Et que donc, en se concentrant sur l'être, eh bien, on n'aurait plus à juger et à déterminer ce qui est bien ou mal, positif ou négatif.
Je comprends tout à fait ce point de vue et je pense que si on dézoome un petit peu et qu'on prend un champ immense et qu'on regarde notre belle planète bleue vue de l'espace, tout se situe, se passe, toute l'action se déroule à l'intérieur de cette sphère et que donc, évidemment, tout fait partie du réel. Simplement, là, dans ton commentaire, tu parles de l'être. S'il y a l'être, eh bien, il y a peut-être le non-être, ce qui n'est pas. Et que finalement, nous faisons des expériences d'existence qui nous permettent de ressentir, d'évaluer, de tirer la conclusion de ce que nous sommes ou de ce que nous ne sommes pas. Et moi, je pense que la particularité de l'être humain, de la vie être humain, puisque nous sommes une partie, un morceau de la vie, c'est de pouvoir faire l'expérience aussi de ce que nous ne sommes pas. Et nous pouvons faire des choses qui ne sont pas nous. Et en les faisant, nous pouvons comme apprendre à nous connaître nous-mêmes et à discerner progressivement, de fil en aiguille, au fur et à mesure d'expérience, ce qui vraiment résonne en nous et que nous sommes, et ce que nous ne sommes pas. Alors bien sûr, je prends souvent cet exemple de ces 3-4 années de pseudo-pandémie mondiale que nous avons vécues, où on nous a fait faire des choses, et nous avons fait des choses qui ne résonnaient pas pour beaucoup d'entre nous, et dans lesquelles nous n'avons pas réussi à nous reconnaître. Nous n'avons pas réussi à adhérer totalement à tout ce qui était fait, et à tout ce qu'on nous faisait faire. Et donc, nous avons agi, nous avons même vécu des choses sans réussir à les habiter totalement, à adhérer, à être à l'intérieur de l'expérience. Et beaucoup d'entre nous ont vécu une sensation de rentrer un peu dans une coquille, comme un escargot, en disant mais je veux me dégager de ça, je veux m'extraire de cette expérience, je ne veux pas nécessairement participer à tout cela. Alors je prends cet exemple parce qu'il a été collectif, mais je suis sûr que c'est arrivé à la plupart d'entre nous, des moments de notre vie où nous nous sommes retrouvés à vivre, donc à faire, à être dans des situations, sans réellement être capables de les incarner et d'adhérer totalement aux circonstances qui nous sont données. Et vous voyez, la semaine dernière, je vous ai parlé de ce corps circonstanciel, j'ai appelé ça comme ça, cet ensemble d'énergie, d'influence. D'ailleurs, dans les commentaires, vous m'avez dit, est-ce que c'est le corps éthérique? Et j'ai répondu à un des commentaires à Agnès, mon amie d'Australie. Vous pourrez regarder ça dans les commentaires de la vidéo de la semaine précédente. C'est un ensemble d'énergies qui vont créer des circonstances de vie et de rencontres avec des réalités. Je pense que nous sommes un être complexe, multidimensionnel, qui est en partie constitué d'un espace. Il y a une partie à l'intérieur de nous qui est tout à fait jetable et mortelle. Notre identité, dans le sens notre prénom, notre nom de famille, notre numéro je sais pas, d'enregistrement au gouvernement, notre langue, notre sexe. Il y a toute une partie de l'expérience qui est nécessaire à l'expérience, mais qui finalement n'est pas réellement notre être plus profond, notre âme, la partie de l'être qui est plus profonde. Et donc, il y a toute une partie d'expérience que nous faisons qui est conditionnée par des influences. Et au fur et à mesure de notre vie, nous pouvons valider ou pas euh, ce que on nous a fait vivre. Et je suis sûr, beaucoup d'entre vous, par exemple, vous allez me dire, moi, j'ai été éduqué d'une façon, mais progressivement, en grandissant, en mûrissant, j'ai réussi à me désidentifier de cette identité qu'on m'avait créée, parce que finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas réellement en adéquation avec une partie de l'éducation que j'ai reçue. On m'a transmis des valeurs, et en partie, il y a certaines de ces valeurs dans lesquelles je ne me reconnais pas, ou qui avaient été modifiées, qui avaient été fabriquées, vous voyez, avec lesquelles tu n'es pas en résonance. Donc, ça veut dire que tout ce que tu vis, c'est un champ d'expérience pour effectivement savoir, est-ce que réellement ça résonne profondément en toi? Pourtant, paradoxalement, tu as pu être cette chose et l'incarner pendant une partie de ta vie, et avec le recul et les années et la maturation, te rendre compte que tu n'étais pas réellement cela, tu n'es pas cela, ça ne te correspond pas réellement, tu ne peux pas habiter ce personnage. Et par contre, d'autres parties de ta vie, d'autres parties du caractère, du personnage, te correspondent réellement et viennent vraiment de l'être à l'intérieur de toi. Je pense que l'être humain a la capacité de se mettre des masques, de jouer des personnages, de réciter des dialogues, de jouer
des scénettes finalement, de participer à des scènes un peu comme dans un théâtre. Et d'ailleurs, les mystères de Dionysos, de la Grèce antique, sont extraordinaires à étudier. Il y a un très bon livre d'ailleurs de Rudolf Steiner qui parle de ça, l'apparition du moi humain et l'initiation de Dionysos pour percevoir l'être et le non-être. Et donc, c'est troublant parce que, en même temps, dans une partie de ta vie, tu pourrais dire par exemple, oui, toute une partie de ma vie, j'ai été une chose, quelqu'un, que finalement je ne suis plus aujourd'hui. Donc, est-ce que tu l'étais? Est-ce que c'était l'être réel ou le non-être? Mon expérience à moi, c'est que il y a à l'intérieur de moi un être permanent qui est une forme d'être beaucoup plus permanente, beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable. Et cette partie me fait vivre des expériences d'être, y compris dans des choses que je ne suis pas, afin que progressivement, je réussisse à percevoir à l'intérieur de moi où est l'être. Et tant que je suis dans une dualité, c'est que je suis encore à la recherche de l'unité et de la présence de l'unité à l'intérieur. Et l'unité précède la dualité. Il faut donc faire un mouvement de remontée, de réminiscence, de souvenance intérieure pour dépasser cette dualité et identifier une forme d'existence qui n'est pas réellement l'être, comme on pourrait dire avec un E majuscule par exemple. Et donc effectivement, l'unité, l'être global, ne fait pas d'erreur. Et donc on ne peut pas faire de mauvais choix, puisque c'est cette unité qui organise toutes nos circonstances de vie. Mais ça, c'est la description idéale. C'est un peu comme quand on fait, peut-être que vous avez déjà fait une construction, vous avez fait construire votre maison, vous avez des plans. Sur les plans, c'est toujours parfait. Ou des plans de vie. Vous faites un plan et sur les plans, c'est toujours génial. Et après, quand tu rentres dans l'action, eh bien, il y a des retards, des modifications, des imprévus, non? Et lorsque nous apparaissons dans ce monde, nous ne venons pas dans un jardin d'Éden vierge, nous venons dans un monde ancien, avec une hérédité, des mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire que beaucoup de nos ancêtres n'ont pas réellement été dans l'être intégral. Ils ont été énormément dans le pseudo-être ou dans une forme d'être impermanent, dans des croyances. Ils ont joué des rôles, ils se sont cherchés, ils ont incarné des choses qui ne leur correspondaient pas réellement. Et donc nous n'apparaissons pas dans un monde vierge, nous apparaissons avec des choses intérieures qui nous constituent et qui sont notre sens du moi, notre identification, notre même identité, qui sont un support d'expérience de vie avec lequel nous devons travailler, et qui pourtant ne sont pas de nature d'être profond, éternel, immortel, qui sont totalement circonstanciels. Donc nous vivons ce paradoxe, et j'utilise beaucoup le mot amphibie pour décrire ce que moi je ressens comme étant ma nature humaine. J'ai vraiment l'impression parfois de vivre entre deux mondes, avec une partie de mon être qui est dans une grande permanence, une constance et une sorte d'unité, de cohérence, et une partie qui est en dialogue permanent avec la vie, en transformation, en cheminement. Et que finalement l'être humain, c'est cela, c'est ce tout. Il a une nature, peut-être on pourrait dire intérieure et une extérieure, mais qui sont en dialogue et en interaction. Alors du coup, est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce qu'on peut faire un choix négatif? Est-ce qu'on peut, c'est ça, faire quelque chose qu'il ne faut pas faire? Euh, En théorie absolue, non, puisque tout fait partie de cette grande expérience sur notre belle planète bleue. Mais en pratique, oui, dans la mesure où c'est quelque chose qui est destiné à te faire prendre conscience que tu n'es pas cette chose-là. Donc, pour te rendre compte que tu n'es pas une chose, il faut être avec, t'identifier à cette chose, croire cette chose, en avoir les sensations, en faire l'expérience, jusqu'à ressentir que finalement, ça n'est pas suffisamment toi et que ça ne vient pas suffisamment du fond de ton être ou que ça ne tient pas ses promesses. On trouve cette notion tu vois, dans l'idée que le diable est menteur. Il est menteur, père du mensonge, premier homicide, dit Jésus. Et donc, c'est-à-dire que il est le menteur dans le sens où il ne tient pas sa promesse. C'est-à-dire que c'est toutes les circonstances de la vie qui te semblent être une bonne idée, de faire quelque chose parce que ça te correspond, et finalement ça ne t'apporte pas la plénitude de l'être.
Et c'était un moyen éducatif de te faire percevoir la différence entre la sensation d'exister et l'être beaucoup plus profond qui n'a pas nécessairement besoin de sensations pour exister. Et la recherche de sensations pour exister avec, c'est ça, un état d'être intérieur assez indifférent à toutes les sensations de l'existence. Donc, la dualité pour moi n'est pas du tout négative parce que c'est le dialogue. Moi, je suis très socratique, platonicien. Je suis très, très sensible à cet aspect de dialogue intérieur et de connaissance par le dialogue. Et je trouve qu'il faut dialoguer intérieurement avec soi-même et dialoguer avec la création, le monde à l'extérieur, pour justement progressivement s'approcher de ce qui est par rapport à ce qui, on va utiliser le mot français, existe, ce qui existe et ce qui est. Être étant plus profond que existence. Et donc, dualité, c'est bien dialogue. Dialogos, ça veut dire qu'il y a deux intelligences, pour qu'il y ait un échange. Moi, je pense qu'il y a une intelligence, tiens, on pourrait dire ça, il y a une intelligence dans la vie, et il y a une intelligence à l'intérieur de chacun de nous. Et de ce dialogue naît quelque chose d'autre, qui est chacun de nous. Nous avons donc en partie à faire des expériences, à ne pas refuser le dialogue, donc l'échange de la dualité, à ne pas refuser la transformation, l'évolution, la remise en question. Et en même temps, la recherche de cette fixité, de cette profondeur qui est l'être. Et je trouve, tu vois, dans ton commentaire, quand tu dis on peut juste être, je comprends, tu sais, moi je suis un enseignant, un pédagogue, je transmets et donc j'écoute beaucoup. Et c'est vrai que parfois je parle avec certaines personnes. Et tu vois, une personne qui est très dans le faire, dans l'agir, dans l'interaction, tu peux lui dire, n'oublie pas d'équilibrer ton action, tes expériences, tes rencontres, avec être, sans expérience, sans échange, sans dialogue. Tu vois, c'est important. Comme, tu vois, on dirait quelqu'un qui parle beaucoup, bah, tu lui dirais, n'oublie pas d'écouter. Parce que ce sont deux énergies fondamentales, nécessaires au vrai exercice du dialogue. Et donc, tu peux dire à quelqu'un qui est très dans le faire, il faut être, arrête de faire. Et tu vois, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te tromper. Tu vois, tu veux le calmer. Tu veux lui dire, mais non, tu ne peux. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de mauvais choix. Contente-toi de chercher l'être en profondeur. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas dire à une personne qui est en excès tu vois, dans ce sens-là. Mais ça ne peut pas être une affirmation absolue. Parce que, tu vois, si je parle avec une personne qui est trop dans la passivité, dans l'intériorité, qui est trop dans l'inaction et dans l'absence de dialogue et d'échange, qui peut-être a peur des expériences, qui a peur de la vie, qui a peur de la rencontre, et qui va toujours se réfugier, qui va utiliser entre gros guillemets, la spiritualité pour... euh, j'ai rencontré des personnes comme ça, et moi-même j'ai vécu des moments où je me disais non, il faut être, parce que dans le fond, je cherchais plus cet état intérieur. Ça peut être excessif. Et à ce moment-là, cette personne, je vais lui dire non, n'aie pas peur d'expérimenter la dualité. Parce que finalement, elle va te permettre de savoir qui tu es, qui tu n'es pas, ce qui est bien pour toi, ce qui n'est pas bien pour toi. Et donc, tu vois, c'est pas une question de juger bien ou mal. C'est une question de savoir par rapport à la connaissance de toi-même, la perception de ton être. Donc, le non-être. Alors, tu vas me dire, mais rien ne peut ne pas être. C'est pas le non-être absolu. C'est le non-être pour toi. Tu peux ne pas être quelque chose, vraiment. Mais pour ça, il faut le rencontrer, tu peux essayer. Tu vois, ça me fait penser à l'adolescence. À l'adolescence, tu essayes un look, tu essayes quelque chose. Et en fait, progressivement, par comme tâtonnement, tu vois, par petits zigzags, petit à petit, tu arrives à une attitude centrale qui te correspond plus. Tu vois, qui correspond à qui tu es. Tu arrêtes de chercher nécessairement et d'explorer des choses un peu dans tous les sens. Parce que tu perçois de plus en plus ce point central et ça t'apporte un calme. Donc je pense que la vie euh, contient une part de dualité qu'il faut accueillir, avec laquelle on est en dialogue, qui nous sert à nous connaître et qui nous sert à percevoir l'unité. L'unité précède la dualité, mais la dualité existe et elle fait intégralement partie de l'expérience, puisque nous sommes dans un corps que nous ne sommes pas réellement, puisqu'il a une durée de vie limitée.
notre corps physique est bien l'expérience du deux. Puisque lorsque nous sommes nés d'un couple. Puisque lorsque nous sommes sortis du ventre de notre maman, nous avons connu l'arrachement et la dualité primordiale qui permet notre propre vie. Puisque nous avons grandi avec deux parents qui sont totalement différents et qui étaient des intelligences complémentaires pour créer le un, c'est-à-dire nous, l'être humain. Donc je pense que la dualité fait intégralement partie de la création, qu'il faut avoir totalement confiance, comme tu le décris, que le un, l'unité primordiale, gouverne la vie et que finalement il n'y a pas de mauvais choix. Et en même temps, chercher notre être propre à travers des choses que nous ne sommes pas. Et donc lorsque je parlais de, tu vois, je disais de faire des mauvais choix, je parle de ces choses transgénérationnelles, de ces conditionnements qu'on a mis à l'intérieur de nous, qui peuvent nous faire nous comporter ou choisir des choses que nous ne sommes pas, qui peuvent même endommager l'environnement, endommager l'autre, on peut se faire du mal les uns les autres, simplement pour prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas, de celui qui a des fausses promesses. Voilà, je reprends ce mot de diable, je trouve qu'il faut un peu le banaliser comment on pourrait dire, le dégonfler. Tu vois, voilà, le diable, c'est simplement celui, c'est pas une personne, mais tu vois, cette chose, cette petite voix qui te tente d'être quelque chose pour voir si ça va vraiment t'apporter la plénitude et la satisfaction, et qui en fait te déçoit à chaque fois parce que dans le fond, ça n'est pas qui tu es. Mais c'est un éducateur qui te permet, à force des rambardes un petit peu comme ça de chaque côté, de rebondir, ou comme une boule de flipper, tu vois, progressivement, de revenir vers le centre. Je pense que la vie est un long mouvement de centrage. Chaque lever, chaque coucher de soleil, c'est l'occasion de se recentrer, de se recalibrer. Chaque incarnation est une expérience de calibrage. Comme tu le dis, il n'y a pas de positif, négatif, de mauvais choix, de bon choix, mais grâce aux possibilités d'erreur dans le sens de faire quelque chose que nous ne sommes pas profondément, il y a la possibilité de cheminer vers la connaissance de l'être profond pour de plus en plus être syntonisé sur cette fréquence intérieure, cette qualité de présence que nous pouvons ressentir. Et donc effectivement, de ce point de vue-là, oui, nous pouvons nous tromper, faire un mauvais choix, parce que ça veut dire que nous allons être quelque chose que nous ne sommes pas. À long terme, c'est simplement un processus de croissance, d'éducation, de formation intérieure. Ceci dit, c'est un peu philosophique, parce que concrètement, nous venons dans un monde existant, il y a beaucoup de mémoires en cours, beaucoup de dossiers qui ont été ouverts, des choses qui n'ont pas été réglées par nos ancêtres, comme on dit au Québec, des patates chaudes qui nous ont été transmises et puis qu'il faut gérer comme un héritage, des situations politiques, sociales, économiques, environnementales dont on hérite. Et il y a beaucoup de confusion, je trouve, et beaucoup de dossiers à régler. Donc, heu, tu vois, est-ce que la guerre est un bon choix? Est-ce que, les produits chimiques sont des bons choix? Est-ce que la bombe atomique est un bon choix? Est-ce que, voilà, est-ce que, la démocratie est un bon choix? Est-ce que le totalitarisme est un bon choix? Est-ce que l'URSS avait fait un bon choix en choisissant une philosophie communiste soviétique? Est-ce que tu vois? Est-ce que l'OMS est un bon choix? Est-ce que l'ONU est un bon choix? Est-ce que l'Union européenne est un bon choix? Est-ce que c'est une erreur? Si c'est une erreur, donc ça veut dire qu'on peut se tromper, mais donc si on se trompe, est-ce qu'on peut entrer dans le non-être? Vous voyez? Finalement, l'outil ultime, le point de référence ultime, c'est toi-même. Tu es l'unité de mesure de ta propre vie. Et c'est par rapport à cette unité de mesure, l'être profond toi, que tu peux faire des erreurs. Tu vois, prendre une autre unité de mesure que la tienne propre. Du coup, effectivement, est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'on se trompe? Oui, mais si on en tire les leçons et qu'on se rapproche de soi-même, alors non, c'était une expérience utile pour se rapprocher de soi-même. Donc vous voyez à notre époque, cette idée de technologie artificielle, d'intelligence artificielle, de fuite en avant vers des technologies toujours plus complexes et une sorte de mainmise de la technologie sur nos existences avec les codes QR, les scans, bon, tout ce qui va arriver, qui arrive de plus en plus, l'identité numérique et tout ça. C'est une, c'est un choix collectif, c'est une expérience qui devrait nous amener à percevoir l'être et le non-être. Qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous ne sommes pas. Et il n'y a pas à attendre le résultat de l'expérience collective. Je pense que nous sommes nombreux à sentir que ce n'est pas une direction qui nous intéresse.
Nous avons envie de rester beaucoup plus proche de la nature, de la simplicité, de la réalité concrète sur le plancher des vaches. Et, et donc, c'est l'opportunité de nous éveiller à qui nous sommes réellement et ce que nous voulons être et incarner en cohérence. Et donc, effectivement, la dualité peut nous servir à nous rapprocher de l'unité grâce à ce dialogue entre ce qui est et ce qui n'est pas. J'espère vous avoir montré ici, avoir au moins approfondi ce sujet. Si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à les partager. Je lis au maximum vos commentaires et j'apprécie toujours vos réflexions. Parfois, je peux répondre à certains. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir entamer ce dialogue avec vous sur YouTube. Je ne sais pas si je le poursuivrai la semaine prochaine, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires, j'apprécie vraiment et j'espère aussi vous avoir été utile dans vos propres réflexions sur ce grand sujet de ce nouveau monde artificiel et du coup la nécessité du naturel dans votre vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce, de la partager et de mettre un commentaire si le cœur vous en dit et je vous dis à la semaine prochaine.